Est-ce qu'on peut parler avec ce micro? Oui, merveilleux, extraordinaire, la technique est au rendez-vous. Bonjour à tous, merci infiniment pour votre invitation. C'est vraiment une très grande joie d'être parmi vous cet après-midi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre un événement historique en direct. Donc c'est une chance d'être avec vous pour y contribuer très modestement, puisque Caroline vient de vous expliquer que maintenant nous allons descendre à la cave, si j'ai bien compris. Et à la cave, il y a la philosophie. J'espère que ça va bien se passer. Ça va ? Ça va vraiment? Vous avez remarqué le caractère très étrange de cette question qu'on se pose 15 fois par jour. Ça va? C'est bizarre, hein? On rentre en relation généralement avec les autres avec cette question. Ça va? C'est une drôle de question. C'est une question et en même temps c'est un peu une injonction. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très difficile de répondre non à cette question. C'est très difficile de dire non, non. Parce que si vous dites non, vous êtes obligé de tout avouer, hein. Vous allez devoir déballer tout ce qui ne va pas. En fait, en réalité, cette question est à la fois une interrogation et en même temps une injonction. Il faut que ça aille. Il faut faire aller. Vous avez remarqué, hein, souvent quand on ne va pas très bien, on dit « on fait aller ». C'est une obligation. Nous vivons dans une société où ça va et il faut que ça aille. On ne sait pas très bien où ça va d'ailleurs, mais ça va. Ça va. Et encore une fois, il faut que tout aille bien. Il faut que ça aille et il faut que ça se voie. En toutes circonstances et en toutes saisons. Regardez une des hebdomadaires. Vous arrivez en automne, 10 conseils pour garder la forme. En hiver, comment avoir bonne mine malgré le froid. Et à peine arrivé le printemps, 5 recettes pour avoir un corps de rêve avant l'été. Non seulement il faut que ça aille, mais en plus il faut que ça se voie. Ça va. C'est la question contemporaine. C'est la question de cette obsession contemporaine, de cette obsession de la performance, de cette obsession de l'équilibre, de cette obsession du bonheur. Le bonheur, disait Saint-Just, est une idée neuve en Europe. Peut-être certains d'entre vous, pour venir ici, sont-ils passés par la station Robespierre. Ceci nous rappelle quelques souvenirs. Le bonheur devient pour la société contemporaine une sorte d'injonction, une obligation qui rentre dans le champ de la concurrence permanente qui s'établit entre nous. Il faut que ça aille. Le bonheur est devenu l'impératif de nos vies. Et nous vivons nos existences sous la pression de cette dictature du bonheur, de cette contrainte du bonheur. Il faut que ça aille. Et du coup, regardez comme il est difficile d'entrer en relation avec ceux pour qui ça ne va pas. De toute façon, il faut que ça aille. Ça ira, ça ira. Là aussi, ça rappelle quelques souvenirs. Il faut que ça aille et ceux pour qui ça ne va pas, nous préférons ne plus les voir. Les vieux, les malades, les handicapés, ceux qui de toute évidence connaissent des difficultés dans la vie, les pauvres, les fragiles, les faibles, ceux pour qui précisément ça ne va pas. Vous avez peut-être déjà constaté le caractère un peu dérisoire de la question « ça va » quand vous avez devant vous quelqu'un qui de toute évidence a connu une grande tragédie dans son existence, quelqu'un qui traverse une grande épreuve. Et vous le regardez et vous lui dites « ça va » et immédiatement après vous vous en voulez de votre question parce qu'elle est complètement ridicule. Nous n'arrivons plus à entrer en relation avec ceux pour qui ça ne va pas et nous préférons ne plus les voir. Nous préférons ne plus les considérer, puisque nos vies n'ont de sens que dans le bonheur qui s'affiche et dans le bonheur qui se voit, dans la performance et dans la concurrence du bonheur. Nous préférons nous désintéresser de tous ceux qui ne peuvent pas jouer avec nous au jeu de la concurrence, de la performance, dans le champ du bonheur et dans le champ de cette compétition au fait d'être heureux et visiblement heureux. Et c'est la raison pour laquelle la seule solution que nous voulons bien leur proposer, c'est de mettre un terme à leur souffrance, puisque leur vie ne peut plus entrer dans la compétition du bonheur. Quel sens peut-elle avoir encore? Vous êtes malade, vous êtes vieux, vous êtes agonisant et vous persistez encore à vouloir vivre. Mais ça ne va pas. Autant que vous disparaissiez tout de suite, il ne peut plus y avoir de bienveillance dans une société qui se donne pour impératif la volonté d'être heureux et d'afficher son bonheur. Je crois qu'il n'y aura pas d'écologie humaine sans la conscience de la fragilité, sans la conscience que nous avons de notre vulnérabilité. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'il faut refonder le regard que nous portons sur l'homme, le regard que nous portons sur les autres et le regard que nous portons sur nous-mêmes. Car de fait, nous le savons bien, pourvu que nous regardions un peu au cœur de nos vies, au creux de nos cœurs, nous le savons bien, ça ne va pas toujours parfaitement. Rien ne va parfaitement dans nos vies. Et cet impératif du bonheur est devenu terriblement anxiogène pour chacun d'entre nous, terriblement angoissant. Lorsque la technique nous aide à mettre en scène cette exigence de la compétition du bonheur, alors la technique crée le monde le plus angoissant qui soit. Regardez par exemple les réseaux sociaux.
Connectez-vous à votre compte Facebook. Et sur votre compte Facebook, vous risquez d'éprouver la plus grande angoisse qui soit. Qui d'entre vous, si vous avez un compte Facebook, qui d'entre vous ne s'est jamais senti terriblement seul en regardant les actualités que postent ses amis sur le site Internet? Sur Facebook, tout le monde est beau, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, tout le monde passe des vacances merveilleuses dans des endroits incroyables, tout le monde est entouré d'amis, tout le monde réussit. Et vous qui êtes devant votre écran d'ordinateur, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos doutes, vous qui êtes là devant votre écran et pour qui ça ne va pas très bien, d'un seul coup, vous vous sentez bien seul et vous vous demandez ce qu'ils ont fait tous ces autres pour être aussi heureux, pour être aussi performants, pour avoir aussi bonne mine, pour avoir autant d'amis. Vous vous demandez comment ils font précisément pour être aussi parfaits, pour tenir leur rang dans la grande compétition sociale, la compétition du bonheur. Commençons par abandonner cette domination de la technique qui nous conduit à mettre en scène la performance affichée, la fiction de performance qu'est cette mise en scène du bonheur. Commençons par reconnaître qu'au cœur de l'expérience humaine, il y a la fragilité et que ceci n'est pas un accident, contrairement à ce que notre société pense. La fragilité n'est pas un accident, la souffrance n'est pas un accident, la vulnérabilité n'est pas un accident, la maladie, la vieillesse et la mort ne sont pas des accidents de la vie. Ce sont là la nature même de nos vies, elles font partie de nos vies. Et elles sont d'une certaine façon la condition de toute société, car si nous vivons en société, si nous sommes en relation aux autres, n'est-ce pas grâce à la brèche que constituent dans chacune de nos vies ces fragilités qui nous habitent, ces fragilités qui nous hantent? Comment aurais-je besoin d'un médecin si je ne suis jamais malade? Et comment aurais-je besoin de toi, agriculteur, si je n'avais jamais faim? Si je n'avais jamais soif, comment aurais-je besoin de toi qui fais venir l'eau jusqu'à moi? Nous avons besoin les uns des autres précisément parce que nous sommes vulnérables, parce que nous sommes fragiles. Ce n'est pas par nos qualités, par nos talents, par notre puissance, par nos performances que nous entrons en relation les uns avec les autres, mais c'est au contraire par toutes ces fragilités, par toutes ces vulnérabilités qui nous habitent. Il n'y a pas de société véritable sans une reconnaissance de la fragilité des hommes. Il n'y a pas de société qui dure sans que les hommes et les femmes ne soient capables d'assumer la vulnérabilité qui habite leur existence. Et c'est exactement, mes chers amis, ce que nous sommes en train de voir se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Une société qui nie la fragilité, qui fait de la souffrance un accident insupportable, qui fait de la maladie une anomalie de la vie. Une société qui fait de nos vulnérabilités quelque chose qu'il faut fuir et nier. C'est une société qui finit forcément par se déliter elle-même, qui finit par nier toute possibilité de relation authentique à l'autre, toute complémentarité entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les générations. Une société qui nous isole, une société qui nous sépare, une société qui nous enferme, une société qui se délite, une société qui se défait. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Une société qui ne peut plus durer, qui n'est pas durable, qui n'est pas soutenable, parce qu'elle refuse de voir ce qui est la condition de toute société, ce qui est la condition de toute relation, c'est-à-dire la merveilleuse fragilité qui est au cœur de nos vies. Merveilleuse fragilité, oui. Quel étonnant paradoxe, quelle étonnante contradiction pour la société contemporaine que nous puissions nous émerveiller de nos fragilités. Si vous allez passer ces 2 jours ensemble, si vous êtes venus ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez le sentiment d'avoir quelque chose à apprendre. Et si nous sommes tous là, en ce moment, à cet instant précis, c'est parce que nous savons que nous avons beaucoup à recevoir les uns des autres. Si nous n'avions rien à recevoir les uns des autres, si nous étions parfaits, si nous étions autosuffisants, si nous étions invulnérables, à quoi servirait-il de parler ensemble? Nous ne pouvons plus parler ensemble parce que nous ne reconnaissons plus les failles qui traversent nos vies, parce que nous ne savons plus reconnaître la singularité de ce que chacun peut apporter à l'autre dans l'aventure de nos vies personnelles, de nos vies uniques, de nos vies particulières, et particulières justement à cause même de leurs limites, à cause de leurs imperfections, à cause de leur fragilité. Être soi-même, ça veut dire ne pas être tout, ça veut dire ne pas être tout puissant, ça veut dire ne pas être tous. Être soi-même, ça suppose donc d'entrer en relation avec l'autre. Et c'est donc par nos fragilités que nous pouvons devenir nous-mêmes, que nous pouvons devenir aussi pour les autres
une occasion de grandir et de se compléter, une occasion d'accomplir à plusieurs l'expérience de notre humanité. Alors il est temps de construire une société qui reconnaisse ses fragilités, une véritable écologie de l'homme, une véritable culture de l'écologie humaine. Car de fait, c'est dans la culture que nous pouvons entrer dans cette relation féconde. Ce que construit cette relation de complémentarité entre nous, c'est précisément une culture. Gardons-nous d'une écologie naturaliste, d'une écologie qui viendrait contredire la nécessité de la culture. Il n'y a pas d'écologie véritablement humaine qui ne soit une culture de l'écologie. Parce que c'est par la culture que nous pouvons accomplir notre propre nature. C'est par la construction d'une société que nous accomplissons notre humanité dans la rencontre réciproque entre nos fragilités. Oui, nous devons reconnaître nos fragilités pour construire ensemble une société qui soit une société de la bienveillance. La bienveillance commence quand nous savons que nous sommes fragiles et quand nous savons que l'autre est fragile. Quand nous savons que ce qui nous relie les uns aux autres, c'est le besoin que nous avons de cette relation dans laquelle seuls nous pourrons accomplir vraiment notre être. La société commence dans cet émerveillement partagé que nous avons devant la certitude de nos fragilités. Nous voulons reconnaître notre vulnérabilité pour construire ensemble une société de la bienveillance, et une société de la bienveillance qu'il faut élaborer, qu'il faut penser, qu'il faut construire comme une nouvelle culture de l'homme pour pouvoir justement la transmettre. Car de fait, dans cette expérience de la transmission, nous lisons bien la clé de notre fragilité suprême. Précisément, aucun d'entre nous ici ne peut prétendre qu'il s'est fait tout seul. Aucun d'entre nous n'est un self-made man. Aucun d'entre nous ne doit à ses propres réussites l'apparente performance de sa vie. Tout ce qu'il y a de réussi dans nos vies, nous le devons à ceux qui nous précèdent. Nous le devons à cet héritage, à ce patrimoine dont parlait Hugues Duhal, qui nous a appris à apprivoiser en nous ce qu'il y a d'humain, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon. Et nous avons aujourd'hui à reconstruire le sens de la transmission. Je le crois profondément. Ce sens de la transmission, il fait partie de toute authentique écologie humaine. Car ce sens de la transmission, il naît de l'expérience de notre fragilité. Nous ne nous sommes pas faits tout seuls. Nous avons tous été des enfants. Nous sommes tous un peu des enfants qui ont besoin des autres pour grandir, qui ont besoin de l'altérité pour devenir eux-mêmes, qui ont besoin de l'autorité pour devenir vraiment libres. Voilà ce que veut dire tout simplement l'expérience de la transmission. Nous sommes tous des héritiers. Et de cet héritage que nous avons reçu, nous devons repenser les fondements pour pouvoir le transmettre dans son actualité, dans sa force, dans sa vie, comme une authentique écologie humaine au service de l'avenir. Alors mes chers amis, je voudrais vous dire un immense merci d'être là. Car dans cette société qui se délite, dans cette société qui a perdu le sens de la relation pour avoir perdu le sens de la fragilité, dans cette société qui se défait, faute de savoir reconnaître que c'est par nos vulnérabilités que nous pouvons seuls entrer en relation les uns avec les autres, vous êtes, tels que vous êtes, avec le petit nombre que vous êtes aujourd'hui, dans ce petit endroit si discret, si humble, que tant de médias ne verront pas, que tant de nos contemporains ne connaîtront pas encore, vous êtes une grande promesse d'espérance. Il faut que nous puissions réouvrir entre nous ce dialogue fécond, ce dialogue nécessaire, parce que ce dialogue est justement le signe que nous avons conscience de tout ce que nous avons à recevoir des autres. Et tous ceux qui sont ici, encore une fois, et moi le premier, tous ceux qui sont ici savent précisément qu'ils sont ici par leur fragilité, qu'ils sont ici pour ce qui leur manque et pour recevoir des autres ce qui leur manque encore. Et cette conscience-là, à elle seule, peut sauver la société que nous voulons refonder demain, peut éclairer l'anthropologie sur laquelle nous allons construire cette grande maison commune que sera précisément l'avenir de notre écologie humaine. C'est sur cette conscience-là que se joue toute la révolution dont notre monde a besoin. Merci infiniment d'être là. Merci de faire l'histoire aujourd'hui.